Donc bonjour à tous et toutes, je vais lancer le partage d'écran. Alors, bienvenue à toutes et toutes. Donc on se retrouve pour notre voix de pionnier de mars. Avant de commencer les échanges avec Claire, qui sera notre témoin de cette matinée, juste une petite présentation de ce qu'est Voix de pionnier pour les nouveaux venus. Donc Voix de pionnier, c'est un rendez-vous mensuel tous les premiers vendredis du mois à 8h45, où on vient entendre la voix d'un pionnier, c'est-à-dire un dirigeant qui a transformé ou qui est encore en cours de transformation de son modèle économique, puisque avec le collectif qui anime donc ce Voix de pionnier, c'est-à-dire ADI Nouvelle-Aquitaine, Terre de FC Occitanie, Terre de FC Île-de-France, Necoé et Angers Technopole. On est convaincu que la transition écologique, elle passera par la transition économique. Et donc, c'est un peu les sujets qui seront abordés dans ce rendez-vous et dans tous nos rendez-vous Voix de pionnier, où vous pourrez venir trouver donc inspiration. Juste quelques règles de bonne pratique, on va dire, pour fluidifier les échanges. On vous demande de bien couper votre micro et vous pourrez le rallumer si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. On vous donnera ensuite la parole au moment qui est opportun dans les échanges. Et également, si vous pouvez allumer votre caméra, si la connexion le permet, n'hésitez pas. Donc, je vais maintenant donner la parole à Elodie qui s'occupera d'animer les échanges avec notre témoin Claire. Bonjour à tous. Peut-être tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça Ouais. les gens le verront en grand. Merci Colline pour cette introduction. Donc, je suis Élodie Guyot et j'ai la joie depuis 5 ans aujourd'hui. Je fête les anniversaires de ma prise de poste et de pouvoir diriger Terre EFC Occitanie, aux côtés de Claire Miquel notamment, qui nous a rejoint assez peu de temps après. Ce que j'avais envie de dire en préambule avant de donner la parole à Claire, c'est que sur un voix de pionnier, en une heure de témoignage, on a le temps de rentrer dans le détail. Et avec Claire, on fait le parti pris de rentrer dans un niveau de détail qui est authentique et qui va parler à la fois des endroits d'enthousiasme dans la mise en œuvre de transformation du modèle économique et à la fois des difficultés que continue à rencontrer l'entreprise et qui sont normales. Parce que on n'est pas en train de, quand on parle de transformation de modèle économique, c'est pas quelque chose qui se fait en mode on-off, en mode j'ai transformé, je suis transformé, pas du tout. En fait, c'est un chemin, c'est pour ça qu'on parle de trajectoire. C'est un chemin qui nécessite de mettre en œuvre des transformations qui dépendent de tout un tas de paramètres hyper complexes, intrinsèques et extrinsèques à l'organisation. Et donc, c'est ce bout de témoignage-là que vous allez être, que je vais avoir en tout cas moi la joie de pouvoir animer avec Claire. Claire, sur cette première question avec toi, j'avais envie que tu nous parles de toi d'abord et d'entendre en fait qui est Claire, quelle est la chef d'entreprise que tu es, euh, en 1 ou 2 minutes, ton parcours, mais ce que je voudrais surtout entendre, c'est tes leviers motivationnels. Qu'est-ce qui t'anime, toi, en tant qu'humain? Alors déjà, félicitations pour tes 5 ans, parce que je pense que c'est pas simple tous les jours, et en tout cas, tu animes notre communauté occitane de façon très active et passionnée. Donc ça, c'est un formidable levier aussi pour, derrière les entreprises, pouvoir essayer de changer leur modèle. Alors, qui je suis? Donc, j'ai 47 ans. J'ai une formation d'ingénieur en hydraulique. Euh, Mes motivations profondes, je vais peut-être y venir juste après, mais peut-être d'abord parler de mon petit parcours. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait un premier poste en ingénieur hydraulique, ensuite en tant que chef de projet, toujours en bureau d'études. Et en 2006, j'ai eu l'opportunité avec 3 autres collègues de créer un premier bureau d'études. Donc ça, j'avais 29 ans à l'époque. 3 ans après, on a été intégré dans le groupe OTCE et j'ai pris la direction de ce bureau d'études qui aujourd'hui s'appelle OTCE Infra. On est 20 personnes dans la filiale OTCE Infra et on fait à peu près 1,7 million de chiffre d'affaires.
Nos spécialités, c'est la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie technique. On a un grand rôle d'assistance aux collectivités, puisque c'est à peu près aujourd'hui 70-75% de notre chiffre d'affaires. Et on travaille dans la voirie, les réseaux divers, l'aménagement urbain, le génie civil, les ouvrages d'art, la topographie, les dossiers réglementaires, donc pas mal d'activités. Le fait qu'on travaille avec des collectivités à taille humaine, c'est-à-dire de toutes petites où il n'y a pas forcément de services techniques, à un peu plus grosses où il y a déjà un peu plus d'organes d'accompagnement, je pense que c'est aussi beaucoup lié à mes motivations profondes. Euh, donc on parle de recherche de sens au travail, de créer des vrais partenariats avec nos clients, de partager des valeurs et surtout une envie de bien faire. Et du coup, ce qui m'anime, je pense, profondément après dans mon parcours, c'est d'aimer développer, de faire grandir les personnes que j'ai autour de moi, d'être utile surtout, fondamentalement, et puis le petit rêve de changer le monde qui reste présent malgré tout. Merci beaucoup. Du coup, la deuxième question était sur la présentation d'OTCE Infra, mais je pense que tu as dit ce qu'il y avait besoin de dire, donc on va passer à la suite. La question suivante était autour des déclencheurs de transformation. Et elle est en deux parties, c'est-à-dire à la fois, c'est selon toi, quels ont été les déclencheurs? Est-ce que tu arrives à trouver des moments précis dans le processus de ces dernières années où il y a eu une volonté de te dire, il y a des transformations dans le modèle économique à mener chez OTCE Infra? Et puis naturellement, je pense que tu feras le lien avec l'économie de la fonctionnalité de la coopération et comment est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, l'économie de la fonctionnalité de la coopération, ça peut être une clé de réflexion. Alors je pense que, enfin, je sais pas s'il y a vraiment eu un élément déclencheur, mais plutôt un faisceau d'éléments qui se cumulent petit à petit, qui deviennent insidieux. Bah, c'est notamment la baisse des prix, la surcharge de travail qui Comment, augmente au fil des années. est-ce que tu arrives à caractériser cette notion de baisse des prix, de surcharge de travail pour que ça le rende spécifique à ton métier et pas une généralité Bah, alors nous, on travaille beaucoup en marché public et le symptôme, en fait, c'est de voir des affaires gagnées par des concurrents qui, des fois, sont à moitié prix de ce qu'on peut proposer en serrant de partout et on ne comprend pas comment ils arrivent à faire du moitié prix. Et on se dit que le travail qu'on imagine correct, en fait, n'a pas plus du tout de valeur pour les clients. Donc ça, c'est un premier indice qui nous préoccupe et nous préoccupait depuis longtemps. Et la question à laquelle on n'arrivait pas à répondre, c'est comment on fait pour changer et faire que ce travail puisse être valorisé et surtout avoir un écho auprès des décideurs. Et le travail de plus en plus, ben, en fait, c'est tout simplement quand on est obligé de baisser nos prix finalement pour parvenir à gagner des marchés, ben, derrière, ça veut dire des heures sup pas payées pour essayer de faire quand même un travail de qualité, mais avec le budget qu'on a. Donc une certaine souffrance des collaborateurs, de moi qui fais le relais forcément pour compenser ce que les autres peuvent pas faire ou que je veux pas leur imposer. Donc il y a une souffrance qui se génère, mais avec je crois que le pire, c'est le sentiment d'impuissance, de se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, mais de pas arriver à trouver les leviers pour le corriger et se sentir écrasé par un système, en fait. Et après, j'ai l'impression pour moi que le déclencheur, ça a été quand vous aviez fait à l'époque la réunion de présentation pour la formation trajectoire, Mm. où là, je me suis rendu compte, quand vous avez présenté le sujet, que en fait ça répondait exactement à mes préoccupations et ça donnait un espoir en fait de pouvoir changer les choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, enfin j'ai abordé les choses différemment en me disant que j'allais peut-être pouvoir devenir actrice et résoudre une partie du problème. Merci Claire. Sur la prochaine partie, ce que j'aimerais qu'on prenne comme temps, c'est qu'on parle en fait des différentes transformations qui ont été mises en place dans l'entreprise. Et donc, pour ça, je propose de partir d'exemples, d'un premier exemple concret, puis on verra selon le temps qu'on a, combien on attrape. Et je sais que tu en as préparé quelques-uns.
L'idée, ce serait que tu puisses partager sur, voilà, quelle est l'action relativement remarquable que tu pourrais nous raconter. Et puis ensuite, on va la tirer pour comprendre un petit peu ce qui se joue derrière en termes d'effets et de concepts que ça mobilise en économie de la fonctionnalité et de la coopération. Un exemple de transformation, un premier exemple de transformation, s'il te plaît. Alors, le premier exemple de transformation qui, je pense, a tout changé chez nous, ça a été de faire évoluer le dossier commercial. Alors, pourquoi on a changé le dossier commercial? Le déclencheur, ça a été les premiers ateliers de travail pendant la formation. Et le point vraiment qui a lancé ça, c'est d'aller interviewer des clients historiques. Donc, Du coup, je te fais une petite ouais, parenthèse, Claire. Claire a suivi en 2020 un parcours de formation de 2 ans d'accompagnement à la transition économique avec à peu près une rencontre par mois. C'était à l'époque du Covid, donc on se voyait en présentiel ou distanciel selon ce qui était possible pour accompagner l'entreprise. Donc, on est dans des logiques de formation-action, à la fois avec de l'apport de connaissances et à la fois des coups de pied aux fesses pour que chacun aille se mettre au boulot. Et c'est de ça dont tu parles. Pardon, vas-y, tu peux continuer. exactement. Et du coup, les premiers exercices, c'était aller interviewer des clients avec une grille de questions. Alors au début, je me dis, enfin, il faut oser en fait, c'est pas évident d'aller se confronter à un œil qui peut être critique ou enfin, on sait pas trop où on va. En fait, la démarche, elle a montré toute sa puissance parce que le fait d'être obligé de changer de posture, de venir de façon humble et finalement d'apprenant auprès de nos clients, ben, en fait, ça ouvre à la parole. Et en fait, on a appris plein de choses lors de ces interviews. On a dû en faire 3, pas plus. Et en fait, ça a mis en valeur des... Oui, pour l'instant, je suis tout seul. Ah, on a un micro qui est ouvert. Ah oui? Excuse-moi, Claire. C'est bon, c'est enlevé. Ok, merci, Colline. Est-ce que j'imagine que vous aviez l'habitude d'aller voir vos clients et de leur poser des questions. Qu'est-ce qui fait que c'était différent de En fait, on d'habitude? leur posait pas des questions sur nous. On leur posait des questions sur leur projet, sur quels étaient leurs besoins pour essayer de creuser tout ça, mais jamais on s'est mis en position de se faire critiquer, en fait, quelque part. Et alors, on a été finalement très agréablement surpris parce que alors, les critiques, il n'y en a quasiment pas eu. Et en fait, on s'est rendu compte de ce qu'on apportait à nos clients. Alors que pour nous, c'était peut-être une évidence. Enfin, en fait, on ne se posait même pas la question. Et quand on a eu ces quelques retours, alors il n'y en a pas eu 150, hein, peut-être on s'est concentré sur 5 ou 6 thèmes précis, et on s'est évertué en fait à les rendre beaucoup plus visibles dans notre dossier commercial. Donc au lieu d'aborder notre dossier de présentation comme un étalage de ce qu'on savait faire, on s'est plutôt concentré à dire quels effets notre travail pouvait produire chez nos clients. Et on a identifié comme exemple la sécurisation des projets par le fait qu'on allait faire des études qui allaient sécuriser des budgets, qui allaient sécuriser des délais, qui allaient rendre possible en fait ce qu'ils pouvaient faire comme annonce à leurs électeurs. Et du coup, on a travaillé sur ces thèmes et on s'est rendu compte, alors bon, ça nous a pris un certain temps quand même de corriger ce dossier commercial. Et ça m'a permis d'embarquer aussi mes collègues sans forcément les avoir formés à l'EFC, entre guillemets, donc sans en faire, sans en parler finalement. Parce qu'au début, on n'a pas du tout parlé de l'EFC dans notre présentation. Et on s'est rendu compte que sur des dossiers en gré à gré, donc en dessous des seuils de consultation des marchés publics, ben, en fait, on arrivait à gagner des affaires sans être les moins chers. Et ce premier effet, en fait, où les clients nous rappelaient pour nous dire, bon, je suis embêté, j'ai des gens qui sont moins chers que vous, mais est-ce que vous pouvez faire un effort? On a envie de travailler avec vous. Donc, du coup, on discutait sur peut-être on enlevait quelques réunions et puis on arrivait à baisser un poil nos prix pour passer et qu'ils puissent arriver à justifier auprès des élus. Et ben, du coup, ces quelques affaires qu'on a pu gagner sans être les moins chers, ça a donné un espèce de vent de fraîcheur là, sur nos équipes en se disant bah, finalement, on vaut quelque chose et on arrive à le faire comprendre à nos clients. Donc ça a été un effet de levier, euh, je pense, qui a ouvert la porte à plein d'autres transformations. Ce vent de fraîcheur dont tu parles, il me semble, mais j'aimerais qu'on le spécifie un petit peu plus, il a deux dimensions. Il a une dimension qui est restaurer les marges,
parce que finalement, on n'est pas en train de nous demander de baisser notre taux jour, ou de tronquer complètement le projet, en le divisant par 2 et en devant faire un travail, en n'ayant pas les moyens de faire le boulot. Et puis il a aussi une deuxième dimension qui est, la dimension reconnaissance de la valeur du travail qu'apporte, l'entreprise et donc les collaborateurs, les chefs de projet au niveau de l'entreprise, c'est ça? Exactement. Et ça donnait conscience que notre travail avait de la valeur finalement, et pas juste un numéro parmi les autres offres à faire le moins cher possible et en avoir même pas pour son argent du coup pour les clients. Et ça donnait finalement, ça a redonné confiance aux équipes, ça a redonné de la fierté. Et ça a permis d'assumer aussi de plus en plus une position que quelque part, en fait, on n'osait plus tenir, c'est-à-dire un vrai rôle de partenaire auprès de nos clients publics. Ça a permis d'affirmer que oui, on prenait plus de temps, oui, on était plus cher, mais c'était pour quelque chose en face. Donc, on a pu creuser finalement de plus en plus notre offre et améliorer au fil du temps ce dossier commercial, parce qu'évidemment, c'est vivant. Donc, au gré des rencontres qu'on fait, des retours des clients, on arrive à attraper des mots-clés qu'on remet en valeur après dans le dossier commercial. Et puis finalement, on teste pas mal de choses et on se rend compte que ça marche. Donc ça, c'est super motivant. Après, je Dans peux donner d'autres exemples. Enfin, pardon. Dans ces interviews-là, il y a une petite pépite d'un de vos clients qui parle du positionnement d'OTCE Infra au sein d'un conseil municipal. Je crois que ça vaudrait le coup de le partager aux gens qui nous écoutent parce que je trouve que c'est vraiment une jolie pépite. Alors justement, ça, je voulais en parler, mais alors c'était pas pendant ces interviews C'est un peu initiales, plus tard, ouais. c'était un peu plus tard. Et alors, un des effets, un des effets de l'EFC qui s'est manifesté dans l'entreprise, c'est un des salariés qui a proposé qu'on aille interviewer des clients en les filmant pour pouvoir faire des témoignages au reste de l'équipe, parce on a des gens qui sortent, qui sont les chefs de projet, et on a des projeteurs, du service administratif qui, eux, restent au sein des bureaux. Et eux, ils voient pas du tout les effets de leur travail finalement. Donc l'idée, c'était d'aller interviewer les clients pour que les équipes qui sortent pas puissent se rendre compte de l'effet de leur travail et récolter aussi les lauriers finalement quand ça se passe bien. Et ces interviews, en fait, ça nous a tellement plu qu'aujourd'hui, on s'en sert à titre commercial comme témoignage auprès des autres clients. Mais surtout, ça sert aussi, comme tu dis, à avoir des pépites lors des interviews. Et notamment, un des élus qu'on avait questionné nous a livré que quand il nous prenait, il avait l'impression qu'on était une personne de plus à leur conseil municipal et qu'on était aussi concernés que leurs élus. Et du coup, pas du tout dans une posture de fournisseur. Et ça, effectivement, bah, on en tire une certaine fierté parce que les deniers publics, on en connaît l'importance et notre rôle d'aménageur du territoire, finalement, est vraiment au cœur des dépenses. Et positionner la bonne dépense au bon endroit pour qu'elle ait vraiment le maximum d'effet, enfin, pour nous, ça a vraiment un sens profond. Et le fait que ça soit remarqué et témoigné par les élus, ça nous a vraiment fait prendre conscience que ce rôle, on pouvait aussi le partager à d'autres collectivités. Mm. Alors, avant de donner la parole à Isabelle qui avait une question pour toi, je vais faire un petit travail de dézoom par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, ce que tu viens de dire, c'est que cette façon de pouvoir affirmer votre positionnement comme allié auprès des collectivités vous permet de passer d'une relation de prestation de service à une relation de service dans laquelle vous vous intégrez comme étant un partenaire membre du système, c'est-à-dire que on rentre progressivement dans des logiques de coopération où en fait mon objectif et ton objectif deviennent en fait un objectif commun partagé au service des territoires. Et c'est là où l'activité de l'entreprise prend une dimension sociétale, c'est-à-dire qu'elle se met au service du territoire dans lequel elle intervient pour pouvoir l'aménager et contribuer à l'enjeu de l'habiter dans le territoire.
Isabelle, je te propose d'ouvrir le micro. Tu avais une question pour Claire concernant comment on aborde ces entretiens-là. Oui, parce que par expérience, tout le monde est en capacité de comprendre, mais c'est bien sûr, on peut faire des entretiens avec les clients, mais c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que le retour d'expérience de Claire est intéressant, c'est que c'est pas un entretien commercial. Tu l'as dit, Claire, il faut oser se confronter. Donc on peut se mettre en situation un petit peu de stress en disant oh là là, qu'est-ce qu'il va dire, etc. Euh, pour moi, il y a une dimension dans ces entretiens-là de rentrer à nouveau dans du dialogue et non pas dans de la confrontation. Donc, tu dis au début, c'était pas facile. Est-ce que maintenant, avec le recul, pour ceux qui disent, bah, c'est évident, mais quand on est face au client, comment je m'y prends et comment je tombe pas dans le piège de la justification commerciale, de revenir dans la confrontation, est-ce que tu as quelques petits conseils maintenant avec le recul sur ces aspects-là qui sont parfois pas évidents à saisir quand on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on sait pas comment s'y prendre, quoi. Oui, alors effectivement, c'est pas évident. Alors on avait une trame avec une grille de questions. Il y avait beaucoup de questions d'ailleurs, et en fait, je me suis rendu compte au cours des entretiens qu'on n'arrivait jamais à toutes les poser, ou que des fois, c'était un peu trop compliqué pour arriver à nous-mêmes en fait les poser correctement. Donc, on s'est cantonné souvent à peut-être une dizaine de questions, pas beaucoup plus. Tu as des exemples de questions pour qu'on puisse l'attraper? De mémoire, je crois qu'il y avait des questions autour de qu'est-ce qui nous différencie de vos autres partenaires bureau d'études? Euh, enfin, qu'est-ce que notre travail vous apporte? Euh, ouais, ça tournait autour de choses comme ça. Et en fait, la posture, surtout déjà pour enfin, pour prendre le rendez-vous C'est ça. autour de ça, en fait, ce qu'on leur disait, c'est qu'on était en train de réfléchir sur notre offre commerciale et de se poser des questions sur notre action. Et qu'on leur demandait, en tant que partenaire de longue date, de nous accorder 1 heure pour pouvoir leur poser des questions. Donc, on n'a On pas sait eu que de le temps est retour. précieux. On sait que le temps est précieux. On peut avoir l'impression de déranger quand on fait ça. Comment s'est accueillie cette proposition? Ben, plutôt, ils étaient plutôt étonnés, donc enfin pas du tout habitués à avoir ce genre de demande. Et puis après, on s'est rendu compte qu'une fois que l'entretien était lancé, en fait, ça durait plus d'1 heure. Parce qu'en fait, aussi ce qu'on avait comme consigne à s'appliquer absolument, c'est surtout, même s'il y avait des choses négatives, c'est de ne pas essayer de se justifier. C'est vraiment de prendre les choses, de poser des questions d'éclaircissement, mais surtout laisser le côté commercial de côté. Et changer de posture comme ça, des fois, enfin, c'est pas facile parce qu'on se dit, enfin, quand il y a des reproches, parce qu'évidemment, au fil de la discussion, il y a des questions sur l'amélioration de notre prestation. Et le plus difficile, finalement, c'est de pas répondre. Donc, mais une fois qu'on arrive à fermer sa bouche et à prendre des notes, et en fait, on laisse la parole aux clients et puis là, on creuse en fait leurs problématiques. Et on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas vraiment leurs contraintes. Le fait d'avoir la confiance de leur mère, par exemple, pour un directeur des services techniques, ben, en fait, nous, on l'aide à gagner cette confiance. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc, il y a tout un enjeu derrière de reconnaissance aussi pour notre interlocuteur qu'on ne percevait pas. Des fois, c'est des enjeux de délai. Alors, en général, on le sait quand il y a des dates butoirs pour les demandes de subventions qui sont cruciales pour les communes, évidemment. On voit que ça, mais on voit pas forcément le temps que eux, ils ont en interne pour arriver à se décider, à choisir le bon projet. Donc, en fait, c'est en interrogeant ça et en leur laissant la parole, bah, finalement, sur leurs vrais besoins, qu'on arrive à enrichir Après, l'intérêt, c'est qu'on peut mieux cibler aussi notre intervention et notre rôle. On s'est rendu compte, par exemple, que sur nos documents d'études, ben, en fait, les élus ne comprenaient rien à ce qu'on leur remettait parce que Oui, c'était ça, c'est la deuxième transformation majeure, hein. Après avoir transformé le dossier commercial, David notamment s'est dit, mais c'est génial ce truc-là, on va le passer sur le dossier d'études.
Exactement. Et du coup, on a énormément simplifié nos dossiers de rendu d'études en mettant toute la partie technique en annexe et en fait en faisant une synthèse qui peut parler aux élus très facilement avec un tableau combien ça coûte, comparer des solutions, mais sans rentrer dans un détail finalement dont ils n'ont rien à faire. Ils ont besoin de gagner du temps, d'avoir des idées claires. Et ça, on l'a perçu ben, grâce aux entretiens. Et donc là, si on prend une posture un peu méta de ce que vous êtes en train de faire quand David fait ça, c'est qu'il se met à la place de vos interlocuteurs. Donc après un travail d'écoute, hein, en se disant, mais ce document-là, il est juste indigeste en fait. C'est moi à partir de ma technique et parce que la loi le demande, ou enfin il y a tout un tas de, le cahier des charges le demandait initialement, il faut le faire que pour le projet qui existe. Mais pour les interlocuteurs qui vont être amenés à lire ce document, bah, pour la plupart d'entre eux, en fait, c'est du charabia. Et donc, comment on se met à la place de l'autre en se disant, ben, c'est quoi ces contraintes? Ces contraintes, c'est la compréhension et ses compétences qu'il a sur le sujet au regard de ses enjeux pour pouvoir amener des éléments de production qui soient pertinents pour notre interlocuteur. Donc, on est vraiment dans des logiques à la fois de coopération et qui s'intéressent en fait à quel est le référentiel de compréhension de l'autre. C'est exactement ça. Et du coup, bah, le travail, mécaniquement, il prend de la valeur parce que quand l'élu, il arrive à comprendre ce qu'on lui propose et qu'on lui fait gagner du temps et qu'il lâche pas l'affaire, entre guillemets, parce qu'à un moment, il dit que c'est trop compliqué, bah, là, il peut prendre en compte notre travail et sa valeur. Donc finalement, ça a plein d'effets qu'on n'avait pas imaginés et qui sont chouettes à voir. On a une question de Laurence qui nous dit quelle est la part du... Je veux bien que Laurence, vous allumiez votre micro. Quelle est la part du coût dans la réussite de cette démarche, précisément de cette écoute? J'avoue, je ne comprends pas totalement la question. Oui, c'est parce que j'avais commenté juste avant. Donc, l'avantage, c'est vrai que c'est que les gens aiment qu'on parle d'eux. Donc, c'est pour ça que les entretiens, au départ, c'est peut-être compliqué d'avoir le rendez-vous, mais une fois qu'on l'avait, eh ben, ça a duré longtemps de ce que j'entends. Et du coup, je me disais, en fait, parce que c'est vrai que la relation justement au client a énormément changé, de ce dont témoigne Claire. Et donc, je me demandais, est-ce que, en fait, c'est pas cette écoute, mais vraiment forte, et pas uniquement sur les données techniques qui, justement, a changé le regard et la relation avec les clients. Mais je pense que l'écoute a vraiment un grand rôle dans la réussite de ces transformations. Parce qu'en fait, le fait de ne pas arriver en position, bon, vous avez tel problème, bon, bah, ok, on a la solution, pif paf, on vous sort un projet. Ça, en fait, c'est facile de faire ça. Mais prendre le temps d'aller questionner le vrai besoin et peut-être re-questionner le programme, alors que normalement, c'est pas dans nos missions de maîtrise d'œuvre de faire ça. On doit répondre à un programme et ensuite on déroule des études, mais on n'est pas là forcément pour re-questionner le programme. Donc en fait, on sort un peu de notre mission, mais d'un autre côté, ça a tellement un effet positif sur ben, l'argent public et la satisfaction finalement des clients derrière, qu'on s'est autorisé à déborder un peu. Et puis on est conforté tous les jours dans cette position. Mais s'il n'y avait pas eu cette posture d'écoute pour vraiment prendre le temps de comprendre le vrai besoin, par exemple, quand un élu vous dit j'ai besoin d'un piétonnier entre l'école et tel hameau pour que les élèves y aillent, en fait, le vrai besoin, c'est pas créer un piétonnier, c'est sécuriser un trajet de piéton. Donc peut-être qu'il y a d'autres méthodes finalement pour arriver à ce vrai besoin. Et pareil pour les commandes de giratoire, en fait, le vrai besoin, c'est pas un giratoire, ils en ont rien à faire. Et tout ça, en fait, il faut arriver à changer de niveau pour se rendre compte que bah, notre travail, c'est pas juste de produire des études pour arriver à une commande d'un objet, c'est pas ça. Mais ça, Donc, on ne le percevait pas au début. Alors, là, merci c'est Laurence pour cette de- question parce qu'elle permet de toucher du doigt quelque chose qui est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans une capacité d'écoute neutre. C'est vraiment les gens qui écoutent, ce sont des individus qui sont riches d'une expérience, d'une expertise, d'un savoir-faire, d'un savoir-être, qui permet en fait de pouvoir re-questionner le besoin et d'aller s'intéresser aux usages.
Et ce travail de... Peut-être Claire, tu aurais des exemples, parce que ça fait partie aussi des transformations importantes que vous avez mis en place et structurantes dans la boîte. Votre capacité à vous dire, en fait, quand nos interlocuteurs arrivent avec une demande, c'est rarement le besoin qui se cache derrière. Et on a un travail à faire d'aller explorer qu'est-ce qui se cache derrière cette demande, quels sont les véritables enjeux profonds pour pouvoir amener de la justesse et une justesse qui dit plein de choses en termes de performance dont on pourra voir les effets après. Quel exemple tu pourrais nous donner là-dessus? Des exemples, qu'est-ce que je... On avait un exemple où on avait reçu une consultation. On a reçu un plan qui avait été fait par une entreprise et on nous demandait une mission de maîtrise d'œuvre complète, donc études, lancement de la consultation, suivi des travaux. Et quand on a vu le plan, on s'est dit, mais on n'a pas envie de répondre sur un truc comme ça. Le problème, c'est que c'était une recommandation, donc il fallait répondre. On Qu'est-ce s'est qui dit, faisait que vous n'aviez pas envie, si tu as le droit de le dire? bah parce que c'était moche, parce que il y avait du tartinage d'enrobé sur une place centrale d'une petite commune, alors il y avait plein d'autres choses à faire plus intéressantes. Et on s'est dit, on peut pas répondre comme ça. Alors, je fais une pause parce que Claire, elle est adorable quand elle fait ça. Donc là, vous entendez l'experte qui parle de sa technique, mais ce qu'elle est en train de nous dire, elle est en train de nous dire, en fait, bah, je me projette dans les usages, je me projette dans une petite commune, en fait, où j'ai le souci du beau et de la beauté, donc du patrimoine culturel de l'espace en question. Je me soucie aussi de l'impact environnemental que ça va avoir que de faire le travail qui nous est demandé. Et ça, c'est pas OK pour nos équipes. Et donc, il y a tout ça qui se joue en trame de fond lorsqu'ils disent bah, on n'a pas envie de répondre à ça. Et en fait, alors quand on s'est dit ça, on avait deux options. C'est soit on répondait de façon bête et disciplinaire en se disant, de toute façon, leur projet, en plus, ils l'ont sous-estimé. Donc, est-ce qu'on répond au prix qu'ils annoncent en travaux? Parce que les honoraires en maîtrise d'œuvre sont basés sur un montant de travaux. Après, quand le montant de travaux, par exemple, augmente, bah, notre rémunération est censée augmenter. Mais quand on sait que le client se trompe et qu'il a fait une mauvaise évaluation de son besoin, de façon très honnête, soit on lui dit d'entrée, votre budget, ça peut pas être ça, et du coup, notre mission de maîtrise d'œuvre, elle va forcément pas être, enfin, elle est biaisée d'entrée si on se base sur ce montant de travaux-là. Soit on le dit pas, et dans ces cas-là, on essaye de gagner en se disant on verra plus tard. Et ça coince évidemment aux entournures sur le côté moral, parce que... Mais alors, du coup, en raisonnant autrement, on risquait de perdre une affaire, mais on s'est dit, bon, on y va. Donc, on a appelé le client. Il y a eu On a une dit, réunion en interne entre vous, je crois, hein, sur oui, ce oui, projet. on a réfléchi. C'est pas super facile hein, quand on a l'habitude d'être une entreprise qui répond à une demande, de se dire est-ce qu'on ose en fait dire bah non, c'est pas ça dont vous avez besoin, quoi. Voilà, donc là, l'enjeu, c'était bon, c'était une petite commune, c'était pas quelque chose de gigantesque, on n'avait pas non plus un enjeu énorme à rater l'affaire. Donc on s'est dit, allez, on tente. Donc on a appelé le client qui nous avait consulté, on leur a expliqué que il y avait sûrement d'autres choses à faire sur leur projet, qu'on voulait répondre avec une urbaniste parce que un cœur de bourg, ben, il faut pas le traiter juste comme un parking, ça, il y a plein d'autres choses à faire dessus. Et puis petit à petit, ça a cheminé, ils nous ont dit, bon ben proposez-nous quelque chose. Donc là, on leur a dit, ben, on vous répond pas sur une mission complète de maîtrise d'œuvre. On va d'abord vous répondre sur une esquisse et un avant-projet pour re-questionner les besoins, pour affiner votre budget, etc. Et ça a marché. Ils nous ont choisis. Et du coup, aujourd'hui, on a rendu la phase projet, je crois. Et le projet, il ressemble pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Et alors, ce qui est marrant dans cette transformation de programme, finalement, qu'on a réussi à leur faire toucher du doigt, c'est qu'il y a certains élus qui, au début, nous ont dit, enfin, ils n'étaient pas du tout d'accord avec la démarche de changer finalement leur première demande. En gros, qui on était pour remettre ça en question. Et puis finalement, une fois que ces élus-là, ils ont compris l'intérêt que ça avait, c'est devenu nos meilleurs défenseurs dans les réunions publiques. Et donc, ils se sont complètement appropriés l'objet. Et après, ce qui est chouette, c'est que
Le plan qu'ils avaient eu, en fait, ils avaient interrogé en direct une entreprise pour leur demander de faire un projet. Euh, les entreprises, c'est pas leur façon de travailler. En fait, quand elles font des études d'exécution, elles se basent sur un plan de maîtrise d'œuvre pour après améliorer tous les calages altimétriques, optimiser les matériaux, etc. Mais par contre, partir d'une feuille blanche, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. C'est pas leur façon de faire. Et donc, l'entreprise qui les avait aidés, on voit qu'il y avait eu des efforts parce qu'il y avait aussi la patte d'un paysagiste qui était connu par la commune et du coup qui les avait aidés à corriger un peu leur projet. Donc, il y avait quand même eu une réflexion mais malgré tout, nous, on l'a pas vu avec le même œil. Et ça a permis aujourd'hui de livrer un projet avec le même nombre de stationnements, mais qui remet beaucoup plus de place à la désimperméabilisation, à traiter les eaux pluviales de façon alternative, donc à redonner de la place à la nature en ville. On a travaillé sur les cheminements piétonniers, sur les devants de façade pour qu'il y ait de l'espace de rencontre. Donc en fait, la physionomie de la place a complètement changé. On a réduit l'espace de voirie, donc pour vraiment qu'il soit utile pour la desserte des places de parking, mais pas plus. Et finalement, le projet aujourd'hui, il est moins cher que ce qui était prévu au début. Euh, et il a permis aussi de créer des réunions publiques pour la commune, d'avoir un vrai projet finalement d'habitants pour leur espace. Donc ça, on en tire Alors, une fierté ouais. de ce petit projet-là, finalement. Oui, oui, et puis alors, bon, vous connaissez pas David qui a été le chef de projet de ce truc-là, mais David, il a un gros kiff quand il te montre les dessins avant, après, et qu'il te dit, regarde vers quoi on va, parce qu'il a ce souci de, 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 de construire de façon la plus intelligente possible. Et intelligente dans votre langage, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, on prend en compte qu'il va y avoir de la vie dans ce bourg, et on veut aussi préserver le vivant autant que possible de par le travail de construction que l'on fait. Tout en étant malin, parce qu'il y a aussi cette question de la performance économique qui sous-tend en fait ce projet et qui sait bien que sobriété et performance économique sont reliées là-dedans. On a des questions. On a une question de Bruno qui dit comment vous faites quand ce n'est pas de gré à gré? Et on a une autre question d'Isabelle, et peut-être qu'il faut prendre d'abord celle d'Isabelle avant celle de Bruno. Euh, Isabelle nous demandait est-ce que cela a aussi permis d'élargir les relations avec d'autres parties prenantes, ce projet? Alors oui, parce qu'en fait, au début, la consultation, elle était uniquement pour un bureau d'études VRD. Et nous, on s'est dit, là, il faut une autre patte et on a appelé une de nos confrères Urbanisme. urbaniste qui a amené une conception différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à savoir reconnaître les limites de sa capacité en fait d'aide aux clients et de s'adjoindre des compétences croisées. Donc, on fait souvent appel à des paysagistes, à des sociologues, à des gens qui vont animer, enfin, dont le métier, c'est d'animer des concertations, quand on sent qu'il y a besoin de ces compétences en plus. Donc, on travaille plus finement avec nos partenaires en travaillant aussi la réflexivité avec eux, en faisant des réunions pour faire des points sur ce qui marche dans la relation, ce qui marche pas, pour s'améliorer. Ça nous arrive aussi d'abandonner des coopérations quand on sent qu'on n'est plus sur le même état d'esprit. Euh, donc, c'est très enrichissant de ce point de vue-là sur l'élargissement en fait des compétences. Après, j'ai vu passer une question aussi sur le fait que des fois, si on se rend compte que le besoin du client, finalement, on a réussi à le décortiquer, il n'y en a plus, du coup, on se dit au revoir et on se dit peut-être on travaillera sur un autre sujet. Mais on n'est pas là pour vendre à tout va. Et puis des fois, on dit, là, en fait, vous n'avez pas besoin de nous, prenez un paysagiste, il vous aidera beaucoup mieux. Donc, ça nous permet aussi de les aider à bien identifier le bon acteur pour leur projet. Après, ce qui est chouette, c'est que finalement, quand on inspire confiance aux gens et qu'on montre que, alors certes, on a envie de notre travail, mais qu'on est surtout là pour les conseiller, finalement, ça arrive qu'ils nous rappellent derrière quand le bon projet sort au bon moment. Et alors après, sur la question de quand c'est pas en gré à gré,
Ben, en fait, on a énormément réduit nos réponses en marché public. T'as un pourcentage là pour que Bruno il puisse mesurer le truc? Je pense qu'on a réduit de Répondu. plus de moitié la réponse aux appels d'offres publics parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps. Euh, on répond un peu plus aux concours. Donc, enfin, la différence, c'est que les concours, il y a une présélection d'équipe et on n'est pas jugé sur les honoraires, en fait. Donc, on est jugé sur un projet. Donc là, on est forcément avec des architectes ou des urbanistes. On n'est pas tout seul et ça permet de sécuriser aussi les honoraires, de vendre un travail de qualité. Et on se rend compte qu'on est beaucoup plus appelé par les architectes en fait pour des propositions d'équipe qu'avant. Mais du coup, le fait aussi de cibler mieux les choses auxquelles on a envie de répondre, c'est un travail qui a été permis avec la définition d'une raison d'être. On a mis beaucoup de temps à travailler sur la raison d'être. Parce que depuis les premières formations auxquelles j'ai participé, et donc ça date, tu disais, Elodie, on avait dû Alors moi, commencer en 2019. j'ai très précisément le mois et l'année parce que c'est janvier 2020 et je te vois exactement dans cette salle de travail où tu commences à prendre conscience de à quoi sert l'activité d'OTCE Infra. Et je me rappelle que tu te dis, ah, il faut que j'aille voir un dessinateur, et puis tu prononces son prénom, mais j'ai plus son prénom en tête, pour lui expliquer en fait à quoi ça sert, parce que peut-être qu'il y avait un défaut à un moment donné chez cette personne-là de sens dans son travail. Et vous l'avez mis au boulot pendant 4 ans, Ouais. cette question de la raison d'être. Ouais, ouais. Et puis en fait, parce qu'au début, je voyais pas trop l'intérêt, en fait. Je me disais, bon, on sait ce qu'on fait, on sait à peu près qui on est. Et puis en fait, pas du tout. Le fait d'y travailler à plusieurs, de questionner vraiment dans le détail tout le champ lexical de notre métier, identifier tous nos partenaires. Enfin, je pensais pas qu'il y avait tout ça derrière une raison d'être, en fait. Et ça nous a permis, en la créant, en fait, d'afficher en fait, vraiment qui on était, vers quoi on voulait aller. Ça nous a permis d'être beaucoup plus clair vis-à-vis du rôle qu'on avait auprès des clients. Et puis finalement, ça a été un guide pour faire un tri sur les appels d'offres au final. Et quand on a des doutes, bah, on relit notre raison d'être et puis là, on sait si on y va ou si on n'y va pas. Donc ça nous fait gagner du temps. Et, euh, et sur des positionnements, on a été sollicité pour travailler par exemple sur l'autoroute Toulouse-Castres qui a fait beaucoup de bruit sur la 69. Et donc là, c'était en gré à gré, c'était avec une grosse entreprise. Mais on s'est dit, bah non, on n'y va pas en fait, on n'a pas envie de contribuer à ça. Et on le fait de plus en plus. Alors, au début, on ne s'est pas forcément permis ce luxe, hein, parce qu'il faut manger derrière. Mais le premier acte fort, quand même, ça a été de casser des contrats avec un promoteur qui était toxique. Nos chefs de projet, en fait, ils voulaient plus y aller. Ils avaient la boule au ventre en allant en réunion de chantier. Puis à un moment, on s'est dit, bon, stop, on arrête. Donc, on a perdu des honoraires. On n'est pas payé de tout. Donc là, on passe au tribunal mi-mars pour essayer de récupérer les quelques sous qui nous restent à récupérer. Mais par contre, en interne, ça a été vraiment un acte fort de positionnement sur on n'est pas prêt à faire n'importe quoi, on vous écoute quand vous nous dites que vous n'avez plus envie d'aller voir ce client. Donc ça nous a fait grandir aussi. Le fait d'assumer une certaine éthique aussi. Mm. Ce que tu dis là, en fait, c'est que la raison d'être, parfois, elle peut être considérée comme étant un acte de communication. Ouais, Et là, tu montres comment la raison d'être, elle peut, euh, alors j'ai envie de dire, dans une certaine mesure, parce que je pense qu'on est sur un fil rouge hein, quand on dit ça, mais la raison d'être, elle peut guider la gouvernance. Et quand je dis guider la gouvernance, je crois que c'est très important pour les gens qui écoutent d'entendre que une ligne de crête qui est la gouvernance et qu'avec douceur et fermeté, il peut arriver régulièrement de se rendre compte qu'une organisation, elle n'est pas tout à fait sur cette ligne de crête-là,
qu'elle est en décalage et elle peut en conscience décider de vivre ce décalage parce qu'elle fait ce choix de se dire, bah, c'est comme ça, pour des raisons X ou Y, on accepte le décalage. Et puis par moment, de se dire, non, le décalage, il n'est pas OK pour nous et on a la possibilité et on fait le choix de revenir et que cette raison d'être, elle nous guide. Et elle nous guide parce que quoi qu'il arrive, en fait, elle est référence. Quand bien même on déciderait de prendre une autre direction, c'est quand même la référence de départ. Ouais, puis quand on essaye de s'en écarter, je peux te dire que je suis très vite rappelée à l'ordre par mes collègues qui me disent, mais t'es sûr que c'est ce qu'on a envie de faire, etc. Donc en fait, il y a une régulation qui se fait une fois qu'elle a été incarnée aussi par les collègues. Ouais. Donc c'est Justement, tu disais récemment sur un petit entretien, on fait un peu de teasing là, mais il y a une vidéo dans laquelle Claire a témoigné qui va sortir d'ici, je pense, courant mars. Tu nous parlais du fait que tu étais en plein entretien individuel et que la raison d'être avait un écho particulier. Le travail que vous aviez fait sur la raison d'être avait un écho particulier en termes de transformation sur la relation en interne, hein, avec tes collaborateurs. Qu'est-ce que ça change? En fait, je pense que ça nous a permis de donner un cap beaucoup plus clair à ce qu'on avait envie de faire dans notre relation au client, dans notre relation à l'environnement. Euh, Souvent, les métiers du VRD ont pâti d'une image, bah, vous faites du noir, c'est-à-dire des enrobés pour les routes, et puis ça s'arrête là, quoi. Et on a plutôt une image de casseurs, de terrassement, de carrière, de choses qui font du mal à l'environnement. Et en fait, il y a toute une image à redorer, parce qu'aujourd'hui, on est là beaucoup plus pour parler de comment on gère les réseaux pluviaux et arrêter de faire du tuyau. Enfin, ça fait des années qu'on se bat en plus en tant qu'ingénieur hydraulique, je connais bien le problème et on en parlait déjà quand j'ai fait mes études. Et ça remonte à quelques années maintenant. Et en fait, on est seulement en train de voir les politiques qui prennent ça en main et qui acceptent des fois d'avoir des zones où il y a de l'eau. Ça va pas durer longtemps, mais effectivement, alors il peut y avoir des grenouilles, hein, ça, c'est vrai que ça fait du bruit, c'est embêtant. Mais voilà, il y a plein de choses en fait où il faut adapter des usages pour prendre soin de l'environnement en général. Donc on est en train d'essayer enfin on œuvre en fait pour changer cette vision. C'est pas simple, mais le fait d'avoir défini la raison d'être autour de ça aussi, ça donne un cap. Donc je pense qu'au cours des recrutements, ça peut aussi servir d'avoir ce cap-là, mais surtout en interne. Comme tu disais, Elodie, donc là, on a quasiment terminé les entretiens individuels sur l'année. Et c'est cette question de positionnement, elle est revenue quasiment à chaque fois. On a eu C'est un des sujet que les remontées aussi. collaborateurs ont amené eux et c'est Ouais, ça? ouais, ils ont amené eux et sur le fait de mieux se sentir, le sens au travail, c'est vraiment ressorti cette année. Donc ben, en tout cas, c'est motivant pour continuer dans cette voie-là. Alors, il y a encore deux sujets que j'aimerais qu'on aborde dans les 13-12 prochaines minutes, qui est un sujet autour de l'évolution de la façon avec laquelle vous contractualisez sur certains marchés. Tu as un exemple là-dessus dont tu pourrais nous parler sur l'évolution de la contractualisation? Oui, alors toujours en gré à gré par contre, parce que aujourd'hui le code, enfin, il peut permettre de répondre sur des accords cadres à bon de commande où c'est peut-être plus simple d'activer des prix à la journée ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on a mis en place pour l'instant en gré à gré, c'est un contrat sur de la désimperméabilisation de cours d'école. Et là, on a convenu avec, bon, c'est un client de longue date avec lequel la confiance est établie. On lui a proposé de définir un budget plafond qu'on a évalué ensemble par rapport à un nombre de réunions, à un budget imaginé pour les travaux, etc., pour connaître le volume à peu près quand même d'heures à fournir. Et on s'est dit, bah, on réévaluera, par exemple, tous les mois, ou si on estime que là, ça dérape, on te prévient. Et en fait, on a contractualisé, on l'a même écrit dans les pièces en disant que, on facturait au réel du temps passé. On n'a pas encore abordé le partage de s'il reste quelque chose sur le budget, qu'est-ce qu'on en fait. Ça, on l'a pas encore abordé ensemble. Mais pour l'instant, ça fonctionne et même les services administratifs ont pu inclure ça dans les pièces administratives, donc ça bouge.
Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Donc, ce qui est chouette dans cette liberté, en fait, donner un peu plus à prendre du temps, ça a permis d'aller visiter des cours d'école qui se sont faites sur une autre collectivité, de prendre ce temps de partage d'expérience. Ça a permis aussi de faire des groupes de travail avec tous les partenaires autour du projet. Donc, ça va des élèves qui vont utiliser la cour, aux enseignants et au personnel d'entretien. Il y a des problématiques qu'on n'avait pas du tout imaginées aussi, qu'on a pu découvrir avec ces dialogues. C'est autour des jeux dans les écoles. En fait, aujourd'hui, on met des copeaux de bois, par exemple. Et à un moment, l'élu il nous disait, mais les copeaux, moi, j'en veux pas parce que derrière, il y a un problème de sécurité. Du coup, on n'avait pas compris. Et la problématique qu'ils ont, c'est qu'en fait, il y a besoin d'une certaine épaisseur de copeaux sous les jeux pour absorber les chutes. Et la problématique, c'est que les élèves, bah, ils peuvent jouer avec les copeaux, ou il y a des problèmes de, bah, ils les déplacent, ils les mettent ailleurs que sous les jeux. Et après, bah, du coup, il n'y a plus aucune garantie qu'il y a la bonne épaisseur sous les jeux. Et donc, ça a posé des questions de qui fait l'entretien, qui balaye, par exemple, le soir, qui va vérifier que les copeaux, ils sont à la bonne place. Donc, en fait, il y a plein de choses autour de cet enjeu-là des copeaux qui sont là pour éviter des matières synthétiques, par exemple, pour l'absorption des chocs. Et donc, il y a les enseignants qui sont mêlés à ça aussi, parce que peut-être que ça peut être des tours de rôle des élèves qui vont remettre au bon endroit, puis même déjà de leur expliquer à quoi ça sert, parce qu'ils n'ont sûrement pas conscience de ces problématiques. Donc, en fait, toute l'équipe a appris plein de choses en prenant le temps d'échanger et de creuser bah, finalement les enjeux de chacun. Oui, on dit souvent que cette façon de contractualiser, elle permet de donner les moyens aux équipes d'avoir la possibilité d'explorer des possibles, notamment en phase d'études, et d'amener des innovations qui ont une visée en général à la fois de concilier performance économique, environnementale, sociale ou sociétale. Il y a d'autres exemples de ce type-là que tu aurais en tête, donnés à voir? Après, on a quand on a des marchés plus importants, donc là, on fait appel aux accords cadres et quand la relation de confiance, pareil, elle est bien établie avec le client, en fait, on est exactement sur ce même principe là d'avoir un budget plafond et, et, et de travailler en confiance avec des partenariats. Après, ce que je me dis là, c'est en voyant passer sur le chat, en Hmm. fait, la question de pouvoir innover et changer la façon de travailler, elle est très très liée à la question de est-ce qu'on est prêt à changer les usages aussi, à prendre le temps pour expliquer aux gens que des fois changer une petite habitude, bah, ça va permettre de faire un autre aménagement. Moi, il y a quelque chose qui me révolte sur les aménagements urbains, c'est le nombre de mobilier qu'on met pour empêcher les gens de se garer sur les trottoirs. Je sais pas si ça vous... Enfin, moi, ça me frappe à chaque fois. Ça coûte énormément d'argent juste parce qu'il y en a certains qui tiennent pas compte d'une civilité de base, en fait. Juste les trottoirs, ça sert à marcher, ça sert pas à se garer. Et ça pèse énormément dans un projet. Donc, juste en ayant ce changement d'usage, on pourrait faire plein d'autres choses avec l'argent public plutôt que de mettre des barrières sur les trottoirs. Hmm. Très bien. Il y a d'autres. Alors, on a parlé de transformation, d'actions que tu avais mis en place. Il y a encore des chantiers chez OTCE Infra. Est-ce que t'as des éléments à nous partager sur les prochains chantiers en cours, les prochains enjeux pour l'entreprise? Nous, alors les gros enjeux qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a plein de projets, mais qu'on n'arrive pas à prendre le temps de les faire parce que surchargé de travail, on a une grosse problématique de recrutement, bon, comme dans beaucoup de domaines, Donc là, hein. c'est Flash Info. Si vous connaissez des gens qui, dans la région toulousaine, cherchent une super boîte pour aller bosser dans un bureau d'études d'infrastructure, mais go OTC. Bon, ça y est, page de pub terminée. Merci. Et du coup, ça pèse parce que ça engendre bah, forcément beaucoup de travail des collaborateurs. Bah, du coup, ça crée une dissonance cognitive entre ce qu'on a envie de faire et de redonner du temps pour les projets et la réalité souvent qui est de bah, on a trop de boulot et comment on gère ça. Donc, on a fait des très bons résultats l'an dernier.
Et comme je disais à Elodie, il y a sans doute une part qui est liée au fait de mieux vendre nos prestations, parce on a augmenté nos prix de vente, on passe plus de temps, donc c'est mieux vendu pour nous. Mais je pense que ça masque aussi beaucoup le fait qu'on est en surcharge de travail et que du coup, la production, elle est biaisée. Donc, euh, donc enfin, aujourd'hui, voilà, mon projet ultime, ce serait d'arriver à la semaine de 4 jours, par exemple. Mais aujourd'hui, je me dis, mais on en est tellement loin d'arriver à faire rentrer déjà notre boulot dans une semaine normale. Donc ça, c'est un gros problème pour moi. Comment arriver à faire changer ça? Alors peut-être que la solution, c'est d'arriver à prendre moins de travail et se satisfaire de ce qu'on a. Après, c'est toujours difficile de dire non à des clients. Euh, et prochain objectif aussi, c'est on a programmé une formation là, qui va arriver fin mars pour nous aider en fait à arriver à faire ce qu'on a comme objectif prévu. On a beaucoup de réunions internes en fait qu'on aimerait caser sur la réflexivité, mais moi je veux pas rajouter des réunions à mes collègues. Donc un des axes, c'est arriver à optimiser enfin, tous les temps perdus, en fait, faire la chasse au temps perdu, arriver à trouver des outils qui nous aident à optimiser notre temps pour caser ces réunions de réflexivité. On a plein d'ateliers sur le fond, justement, pour arriver à mieux digitaliser pour gagner du temps. Bah, aujourd'hui, il y a les sujets d'intelligence artificielle qui arrivent aussi. Donc, on est en train de se poser la question comment on peut peut-être s'en servir pour gagner du temps dans nos métiers. Mais ces ateliers un peu en off du travail quotidien, en fait, on n'arrive pas à les caser parce qu'il y a toujours une urgence. Et donc là, on espère qu'avec cette formation, on arrivera à redonner de la place à ces développements de fond, mais qui nous permettront de nous améliorer. Donc Donc, l'enjeu, sur le c'est fil le temps. WhatsApp, ouais, sur le fil WhatsApp, on a des jolis petits messages d'Isabelle Janot et d'Isabelle Le Bouteiller qui vont effectivement dans le sens du travail hein, qui va se déployer à partir de fin mars pour travailler. Comme il y a eu un énorme travail de fait sur la relation commerciale, en fait, de travailler sur la dimension organisation du travail pour pouvoir améliorer la façon de faire, à la fois en agissant sur la question économique dont parle Isabelle, et à la fois beaucoup aussi sur la façon avec laquelle on organise le travail dont parlait Claire. Un dernier mot, Claire, j'espère que tu l'as préparée, celle-là, mais je pense que oui, te connaissant. C'était plutôt une question que j'avais envie de te partager avec toi autour de la vision pour l'avenir. Et je m'étais dit, tiens, peut-être qu'en mots-clés, enfin en dernière prise de parole de la part de Claire, euh, tu pourrais nous dire, et si tu avais un message à transmettre à d'autres chefs d'entreprise euh, qui sont dans des hésitations de go, no go, transfo, agissant sur notre stratégie pour transformer les modèles économiques, ce serait quoi le message que tu aurais envie de leur faire passer? Foncer. Non, après, là, plus Pas sérieusement, trop vite quand même, hein? mais ça serait en fait de ne pas rester seul, parce que c'est très difficile de faire bouger ses collaborateurs. Euh, Moi, j'ai réussi à impliquer des collègues en fait qui ont aussi fait des formations plus longues. Et du coup, au final, on était à 4 pour arriver à tirer le reste des équipes, donc 4 sur 20 personnes. Et assez rapidement, on a aussi fait une réunion d'information pour que tout le personnel soit au courant de la démarche. Après, je pense que le meilleur démonstrateur, c'est l'exemple. Faites des petits pas et sans parler de FC, arriver, enfin, montrer que ça marche finalement. Et là, les collaborateurs, ils vont vous suivre. Mais surtout, voilà, impliquez vos équipes, expliquez-leur que vous êtes en train de tester des choses et, et logiquement, ils vont vous suivre parce que ça fait appel à tellement de choses qui paraissent naturelles en fait de travailler différemment et de redonner du sens au travail, on en a tous besoin. Mais foncez quand même. Merci Claire. Avec Euh, plaisir. On va passer au temps de conclusion. Donc, Colline, on va pas faire ce que j'avais prévu de faire. Pas la peine d'afficher la slide qui sera une synthèse de ce qui a été dit, mais je vais le faire de façon plus fluide et peut-être moins scolaire en lisant
un document préparé qui pourrait peut-être parfois sonner faux par rapport à ce qu'on a entendu. L'idée de cette dernière partie, c'est de revenir en fait sur, les peut-être les éléments les plus marquants ou remarquables dans le témoignage de Claire. Quand bien même moi je la kiffe, donc j'ai trouvé que tout était remarquable, mais au-delà de ça, en faisant un travail de tri et de synthèse et puis en donnant à voir, ce qui peut parfois être du bon sens ou de la normalité et contre lequel, moi personnellement je lutte. C'est-à-dire que si ça n'était que du bon sens et de la normalité, en fait, bah, ça semblerait pas être une démarche aussi pionnière et c'est bien parce que c'est soutenu par une pensée, que l'action, perdure dans la durée. Moi, ce que j'ai entendu, en termes d'éléments déclencheurs pour une entreprise comme celle de Claire, c'est une pression du marché qui met en place de la concurrence. Et une concurrence parfois très forte, hein, quand on découvre que ton concurrent est 2 fois moins cher que toi. Il ne s'agit pas juste de rogner sur, 2, 3, 4 réunions, en fait, hein. Ça vient re-questionner la structure et les fondamentaux de quelle est la proposition de valeur, et des attentes, du client. Dans un contexte où, on a des équipes qui ont à cœur de bien faire leur travail, des techniciens passionnés de leur métier, c'est très compliqué de rogner, en fait, sur le travail bien fait et donc ça se traduit, par une surcharge de travail, d'heures supplémentaires non payées et un sentiment d'impuissance, en fait, de se dire: «Bah, il y a un marché comme ça qui nous emmène vers quelque part vers lequel on n'a pas envie d'aller» et pour Claire, elle dit que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est à un moment donné, il y a un truc qui dit: «Ben oui, c'est vers là que j'ai envie d'oser faire des petits pas». Parce qu'elle parle bien de petits pas et d'expérimentation et non pas d'un truc en mode on-off, du jour au lendemain. Parmi les actes de transformation assez remarquables qui a été mis en place, il y a ce qu'on appelle en économie de la fonctionnalité et de la coopération des rendez-vous de réflexivité avec les clients. Donc vous l'avez compris, c'est pas juste, je m'appelle mon client et puis on va bouffer et manger un bout ensemble et puis se raconter à quel point ce qu'on a fait c'était chouette et voir, c'est quoi le prochain marché sur lequel on peut répondre. Ça s'intéresse un petit peu plus à en fait, comprendre qu'est-ce qui se joue chez notre interlocuteur en s'intéressant à aux usages de notre travail, à les comprendre. Bah, j'ai une question que j'aime bien qui est: «Et si on n'avait pas été là sur ce projet et que ça avait été un autre, qu'est-ce qu'il aurait pu manquer?» Ça permet de révéler aussi en creux, la valeur amenée par, le client et de se rendre compte finalement que, eh ben, nous, on a peut-être l'impression parfois de faire ça et de la valeur qui est perçue, elle est un peu plus grande. Hem et notamment, ça vous a permis de pouvoir travailler sur, l'affirmation de l'identité d'OTCE et moi, je crois profondément qu'on n'est pas en train de transformer la boîte quand on fait ça. On n'est ni plus ni moins en train de lui permettre d'être ce qu'elle est profondément, initialement, au départ, hein. On n'est pas sur des transformations de la raison d'être, mais vraiment sur de l'affirmation de quelque chose de latent qui avait du mal à se dire et à s'exprimer et donc le travail que vous avez fait dans la plaquette commerciale, par exemple, ou la raison d'être en suivant, est vraiment un outil pour vous permettre, d'affirmer qui vous êtes et afin de pouvoir être reconnu selon cette grille de lecture-là. Ce qui permet plusieurs choses, en fait, ce qui permet d'être choisi pour, le travail que vous êtes et votre proposition de valeur différenciante. Heu, Être choisi pour le travail que vous faites et la valeur que vous amenez, ça permet 2 choses. Ça permet de restaurer les marges, et ça permet, de reconnaître, le travail qui est apporté par tes collaborateurs et donc ça nourrit la reconnaissance. Vous parlez aussi du fait que, vous avez travaillé sur la raison d'être. Une raison d'être qui à la fois fait ce travail de communication pour mieux se dire et si tout ne se compte pas, tout peut se raconter, notamment au travers d'une raison d'être. C'est aussi une raison d'être qui aide à décider, et à orienter l'entreprise donc qui agit comme, cap, c'était le terme que tu as utilisé, comme cap, pour nous aider à nous orienter et aussi pour, et là ça travaille sur la deuxième dimension qui est importante, c'est la question du sens en fait, hein. La reconnaissance est importante, le sens l'est aussi et donc on vient travailler aussi sur, l'enjeu du sens, quand on bosse sur la question de la raison d'être. Ensuite, vous avez parlé du gros travail que vous menez commercialement parlant, heu, dans le courage, parce que je crois qu'il faut du courage pour faire ça, d'oser dire à son client ou de faire prendre de créer un dispositif dans lequel on amène le client à comprendre que entre ce qu'il nous a demandé et la réalité de ce dont il a besoin, il y a un petit écart. Et qu'il est important d'aller creuser parce qu'en fait, c'est dans cet écart-là que se cache la création de valeur énorme
à la fois quand on porte un projet comme le vôtre, c'est-à-dire un des projets territoriaux, il y a la question de l'habiter dans les territoires. Il y a souvent une question d'empreinte environnementale qui vous porte à cœur et qui progressivement, en fait, moi je le vois entre cet été et maintenant, il y a 9 mois qui viennent de s'écouler et on voit comment est-ce que l'entreprise est en capacité d'avoir de plus en plus les moyens pour porter cette conviction environnementale qui vous anime. Tout en étant en conscience quand même qu'on vit dans un monde où l'économie a une place importante et donc il est essentiel de pouvoir concilier et non pas faire des compromis, mais de pouvoir concilier performance économique, sociale et environnementale. Et cela vous est aussi permis par la façon avec laquelle vous contractualisez et notamment dans ces façons de créer des relations de confiance qui vont permettre à vos collaborateurs de pouvoir avoir la possibilité d'explorer, des choses qu'ils n'auraient pas jusqu'alors explorées et de pouvoir être force de proposition pour aller toucher vraiment, le vrai besoin qui se cache, derrière la demande et amener de la pertinence. Voilà le retour en synthèse, que je peux faire là-dessus. J'ai entendu Est-ce que je peux faire un petit commentaire, Elodie et Claire? vas-y, Lisa. Claire, ça a été une de nos premières témoins quand on a lancé Voix de pionnier en décembre 2020. Donc, tu as dû témoigner, je pense, en début 2021. J'ai plus la date précise en tête. Février-mars. Ouais. C'est juste exceptionnel l'évolution, hein. T'en étais au tout démarrage. Il y avait déjà des choses très, très positives, très enthousiasmantes. Mais avec 3 ans pratiquement de recul, bah, chapeau, bravo. J'espère que ça va donner envie à d'autres. Parce que voilà, de pouvoir suivre cette histoire, cette évolution dans votre activité, votre métier et dans votre alignement, je trouve ça juste génial. Donc encore merci d'avoir accepté de revenir sur ton témoignage quelques années après, parce que vraiment c'est très riche d'enseignements. Je voulais quand même le signaler, parce qu'effectivement, tu as été un de nos premiers témoins il y a quelques mois, années maintenant. Donc, Merci merci. C'est beaucoup. important ce que tu dis parce qu'on est vraiment sur des mises en œuvre de transformation et donc bah, c'est clair, tu en es à une étape, quoi et puis il y en a d'autres encore à venir qui sont normales. Mais en fait, c'est marrant parce qu'en voyant même vos témoignages et vos remerciements, ben, merci beaucoup. Mais en fait, j'ai l'impression que, enfin, moi, je le vois pas tout ça. Pour moi, c'est juste, c'est normal, ça se fait au fil du temps. Et du coup, le fait que tu dis, Isabelle, là, que tu vois, je me rappelais pas que j'avais témoigné au début dans votre pionnier. Mais en fait, je me rends pas vraiment compte du chemin parcouru. Et je m'en rends compte quand justement je participe à ce genre de retour d'expérience où finalement, bah, en listant les choses qu'on a faites, oui, finalement, il y a quand même eu des choses. Mais donc, merci, merci à vous aussi, parce que ça me nourrit aussi. C'est tout l'intérêt de l'exercice. On parle de valeur partagée, hein. Nous, l'idée, c'est au travers de ton témoignage que tu apportes de la valeur à ceux qui se questionnent sur cette trajectoire. Mais souvent, les témoins disent, mais en fait, oui, ça me met face à ma réalité et ça apporte une valeur de rassurance, de motivation encore amplifiée, etc. Donc, c'est tant mieux. Si tout le monde y retrouve son compte, c'est parfait. Super. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question, une remarque avant de se dire au revoir? Bon, eh bien Juste peut-être partager ah oui, la alors on prochaine. passe à la suite. Prochain rendez-vous, Colline, tu veux que je le fasse si tu as je vois pas Colline. Ah oui, c'est ça, Colline. C'était la possibilité de remettre en place la présentation. Donc, vous dire que les Voix de pionnier, c'est tous les premiers vendredis du mois. Donc, le prochain Voix de pionnier, ce sera le 5 avril. C'est le Club Grand Est qui nous propose de découvrir l'entreprise Je suis Réco. Et donc, on a déjà plusieurs entreprises qui sont programmées sur mai et juin. Alors moi, il y a un truc que j'adore particulièrement sur Voix de pionnier, c'est la possibilité que ce soit enregistré, donc de réécouter. Donc moi, je l'écoute comme un podcast. C'est-à-dire que dès que j'ai plus d'une heure de voiture, clac, je me mets un petit enregistrement et j'ai l'occasion de redécouvrir ou de découvrir un témoignage d'un chef d'entreprise pionnier sur des enjeux de transformation. Donc, on a une chaîne YouTube et un podcast. Colline, je t'invite à passer à la slide suivante. Et ensuite, localement, dans les territoires, il y a différentes propositions qui sont faites d'animation. Donc, on a 2 propositions qui sont faites là, maintenant, tout de suite, la semaine prochaine en Île-de-France, avec une soirée francilienne EFC et un webinaire à l'introduction de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors, ce qui est chouette avec les webinaires, c'est que si c'est organisé par Île-de-France, eh ben, tout le monde peut le regarder, même nos amis au Brésil, parce qu'ils sont réveillés à cette heure-ci.
Le 8 mars, il y a une journée juste démentielle sur journée régionale de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération en Aquitaine, où nombreux d'entre nous, en termes d'animateurs, avons la joie de soutenir Sébastien là-dedans. Donc, si vous êtes intéressé, rapprochez-vous de vos interlocuteurs clubs locaux et puis on verra comment vous pouvez venir participer à cette journée régionale. Et en Occitanie, on a 2 rendez-vous. On a la fresque de la transition économique qui se déploie le 11 mars après-midi en région toulousaine. Et le 30 avril, on va parler CSRD au travers d'un atelier découverte qui va nous permettre de découvrir ce qu'est la CSRD et comment est-ce que ce sujet-là va nous impacter dans les prochaines années. Et le clou du spectacle, là, c'est vraiment à vos agendas si les sujets d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération vous intéressent. Le rendez-vous annuel de notre communauté sera à Orléans, organisé par les équipes NECOE et l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, le 10 et 11 octobre. L'occasion de pouvoir mesurer la taille de la communauté EFC, l'occasion de pouvoir parler de transition économique au service des transitions sociales et environnementales, de faire des rencontres inspirantes, de prendre de la hauteur sur des tables rondes avec des témoignages concrets. Bref, moi je kiffe ce truc-là. Mon agenda est évidemment bloqué. J'imagine que celui de Claire aussi est bloqué. Tout à fait. Voilà pour la partie page de publicité, mais qui peut aussi vous donner à voir ce qu'on fait dans nos régions. Excellente journée à tous, peut-être sous le soleil pour certains d'entre nous, et au plaisir de se retrouver le mois prochain. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, bon week-end.